quand on repense un peu à l'état du monde de la crypto, disons autour de 2019, l'image qui vient direct en tête, c'est celle d'un club super fermé, tu vois. Ah ouais, le fameux club VIP où il fallait presque un diplôme d'ingénieur pour entrer, quoi. Exactement. C'était genre une discothèque hyper exclusive et l'entrée était bloquée par un videur technologique totalement infranchissable pour le grand public. Enfin, pour espérer franchir la porte à l'époque, il fallait configurer des nœuds complexes, gérer des clés privées sur du matériel qui coûtait une fortune. Et naviguer sur des interfaces franchement austères, faut le dire. L'expérience utilisateur, c'était vraiment pas leur priorité. Mais grave, l'écosystème entier était pensé par des ingénieurs pour des ingénieurs. Du coup, la porte restait fermée pour 99% des gens normaux, quoi. C'est ça, l'accent était tellement mis sur l'infrastructure pure que ça créait une friction massive à l'adoption. Les barrières à l'entrée étaient énormes, autant sur le plan financier que cognitif, ce qui laissait la majorité de la population mondiale sur le bord de la route. Ouais. Mais alors, imaginons 2 secondes que cette dynamique s'inverse totalement, que ce club VIP Hyperselect se transforme d'un coup en un immense festival en plein air, ouvert à tous, à l'échelle de la planète entière. Un endroit où tu n'as plus besoin de fermes de serveurs énormes pour participer. Voilà, où tu pourrais participer au consensus du réseau avec juste un simple smartphone, sans même flinguer ta batterie. Et ça, c'est le postulat de base du réseau Pi, ou Pi Network. C'est un projet fondé par des universitaires de Stanford, le docteur Nicolas Kokalis et le docteur Cheng Diaofan. Et aujourd'hui, il revendique des dizaines de millions d'utilisateurs vérifiés dans le monde entier. C'est énorme comme chiffre. Et ce passage d'une validation super gourmande en énergie, la fameuse preuve de travail, à un modèle de minage purement mobile, ça a redéfini la topologie des réseaux distribués. En déplaçant la participation de la grosse machine vers l'individu et son téléphone, le réseau a instantanément fait exploser son potentiel démographique. C'est clair. Alors, pour cette exploration d'aujourd'hui, on s'appuie sur une série d'analyses vidéo super récentes, qui date d'environ mars 2026. Et notre mission ici, c'est de comprendre comment cette simple petite appli mobile de minage a pu muter, genre vraiment muter, pour devenir un écosystème mondial ultra complexe. Et surtout séparer le vrai du faux, l'engouement médiatique de la vraie révolution technologique. Exactement. Bon, on va décortiquer tout ça, et pour vraiment saisir l'anomalie que représente ce projet aujourd'hui, il faut regarder sa base. Une base qui prend le contre-pied total de ce qu'on voit d'habitude dans le Web3. Ouais, et ce qui est fascinant ici, c'est leur rejet catégorique de l'anonymat. Historiquement, la blockchain, c'est le sanctuaire du pseudonymat, tu vois. Une architecture où l'identité n'a aucune importance, le fameux modèle trustless. Ouais, on ne sait jamais qui est derrière l'écran. Voilà. Sauf que le réseau Pi, lui, il l'exige exactement l'inverse. Pour participer au réseau principal, le mainnet, il faut passer un KYC super rigoureux pour les individus et un KYB pour les entreprises. Donc on te demande tes vrais papiers d'identité, quoi. C'est fou parce qu'en imposant ça à l'échelle mondiale, ça filtre complètement les bruits parasites. Enfin, je veux dire, fini les fermes de bots, fini les portefeuilles multiples créés juste pour siphonner la liquidité du système. Exactement. Chaque portefeuille correspond à une vraie personne physique ou à une entité juridique vérifiée. Et ça, ça modifie complètement la théorie des jeux derrière le réseau. Dans le Web3 classique, la confiance, elle est juste mathématique. Là, la confiance est hybride. C'est-à-dire? Elle est cryptographique au niveau de la blockchain, bien sûr, mais elle est ancrée dans le monde physique grâce aux vrais acteurs. Et ça, c'est indispensable pour attirer de vrais marchands. Un concessionnaire automobile ou un plombier, il ne peut pas se permettre de jouer avec des contrats intelligents, intraçables, quand il a une vraie comptabilité légale à tenir, tu vois. Ah ouais, c'est hyper logique vu comme ça. Et justement, cette confiance physique, ça nous amène direct aux infos de nos sources sur le Pi Token Launchpad qui est sur le réseau de test, le testnet. Parce que le réseau, en fait, il ne se contente pas d'être juste une monnaie. Il veut être une couche de base pour des applications décentralisées. Les fameuses dApps. Ouais, les dApps. Et leur façon d'inciter les gens à tester ces applis est super maligne. Chaque utilisateur reçoit 100 pi de tests qui servent spécifiquement à être mis en staking, donc verrouillés, pour soutenir ces nouveaux projets. Et la mécanique de ce launchpad, elle révèle une stratégie de liquidité très très spécifique. D'habitude, quand une nouvelle dApp lance son jeton, la liquidité est super fragmentée, hyper fragile. Les capitaux entrent, ça gonfle le prix artificiellement, et puis d'un coup, Et d'un coup, tout le monde vend et c'est le fameux rug pull, l'arnaque classique de la DeFi, quoi. exactement, c'est le fléau total.
Mais là, les sources montrent que les contrats intelligents de ce Launchpad neutralisent ce risque. Si une appli crée son propre jeton, la liquidité qu'elle génère retourne directement dans le pool centralisé du PI principal. Attends, donc la valeur ne fuit pas vers des blockchains bizarres, elle consolide le Pi lui-même. Si je résume, le Pi agit un peu comme le dollar américain dans le commerce international, non? Ouais, c'est une excellente analogie. Genre, toutes ces petites applications créent leur propre microéconomie, mais au final, elles s'appuient toutes sur le Pi comme réserve de valeur globale. C'est complètement ça. Les DApps sont comme de petites nations souveraines, mais le règlement final, le socle de base, ça reste le Pi. Du coup, ça crée un effet boule de neige. Plus il y a d'applications, plus la demande pour le Pi de base augmente, ce qui garde la valeur à l'intérieur de l'écosystème. D'accord, alors je vois l'idée. Mais je vais me faire l'avocat du diable des secondes. Vas-y. Une liquidité verrouillée, des applis utilitaires, sur le papier, c'est génial. Mais est-ce que le simple fait de créer des mini-applis, ça suffit vraiment à donner une vraie valeur à une monnaie créée de toutes pièces? Parce que même le système le plus sécurisé du monde, ça reste une coquille vide si personne n'est d'accord sur le prix d'un pi. Et là, tu mets le doigt sur le point de friction le plus explosif du projet. Passer d'une bonne technologie à un vrai prix sur un marché libre, c'est toujours le chaos. Et dans ce cas précis, ça a donné lieu à l'une des expériences sociales et économiques les plus dingues de ces dernières années. Ah, on y vient. C'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et franchement, le grand écart est juste hallucinant. Mais avant de balancer les chiffres, je tiens à préciser un truc hyper important pour quiconque nous écoute. On est d'une neutralité absolue là-dessus. On ne fait que rapporter les infos de nos sources, on ne prend pas parti, hein. C'est important de le rappeler, oui. Bon, alors, d'un côté, sur les marchés d'échange externes, normaux, genre OKX, nos sources indiquent que le PI s'échange actuellement autour de 0,19 $. 0,19. Ça, c'est le marché classique. L'offre et la demande spéculative de base. Ouais. Mais en même temps, à l'intérieur de l'écosystème de la communauté, il y a un mouvement massif, presque idéologique, qui s'est créé. C'est ce qu'ils appellent la GCV, la Global Consensus Value. La fameuse GCV. Et cette communauté a décidé de manière totalement aspirationnelle que la valeur fixe d'un PI devait être de 314 159 $. 314 159 $. Le clin d'œil à la constante mathématique pi est évident. Mais un écart entre 19 centimes et plus de 300 000 $, ça défie toute logique financière, quoi. C'est vertigineux. Au début, on pourrait se dire que c'est juste une grosse blague sur les réseaux sociaux. Sauf que les sources rapportent des histoires vraies, sur le terrain, qui viennent complètement bousculer cette rationalité. Et il y a notamment l'histoire de ce marchand en Indonésie qu'ils appellent Oncle Russo. Ah oui, l'exemple parfait du passage de la théorie à la réalité physique. Parce que là, on ne parle pas d'échanger des images JPEG ou des NFT sans valeur intrinsèque. Non, non, Oncle Russo, il a un vrai showroom de voitures. Du vrai métal, des vrais moteurs. Il a créé une appli sur le réseau principal, Canva VIP. L'appli est super bien notée, genre 4.9, avec plus de 1600 pieds verrouillés en staking. Et le truc de fou, c'est qu'il s'engage formellement, avec des contrats locaux, à vendre de vraies bagnoles en acceptant le PI au tarif de la GCV. C'est complètement fou d'un point de vue comptable. Je veux dire, comment un commerçant peut absorber le coût de ses voitures qu'il a payé en monnaie classique s'il accepte un jeton qui vaut 19 centimes sur les marchés externes? C'est la grande question. En fait, il fait un pari asymétrique sur le temps. Il croit tellement au projet qu'il parie que la valeur de l'écosystème va finir par rattraper cette GCV. Ou en tout cas qu'une économie circulaire va se créer et qu'il pourra utiliser ces PI pour payer ses propres fournisseurs, sans jamais avoir besoin de les convertir en dollars. C'est une vraie rébellion économique locale, quoi. Et d'ailleurs, ça crée pas mal de tensions en interne. Nos sources précisent que les modérateurs officiels du réseau, la Core Team, essayent de calmer le jeu. Ils ont même publiquement qualifié la GCV de non-sens économique. Mais la réponse d'Oncle Russo à ses modérateurs, elle est mythique. Il leur a répondu publiquement un truc du genre ce sont les marchés qui fixent les prix et c'est la communauté qui fait le marché. Il n'a pas tout à fait tort dans la philosophie Web3, si on y pense. Totalement. C'est l'essence même de la décentralisation. Je rappelle que le Bitcoin a commencé à 0,004 $. À l'époque, il n'y avait aucun modèle économique pour justifier son prix. La valeur dans ce milieu, c'est souvent une prophétie autoréalisatrice. Si assez de gens croient qu'une chose a de la valeur, elle en a. Ouais, le consensus social pur et dur. La GCV pousse juste cette logique à l'extrême.
Mais du coup, ça soulève un énorme problème d'infrastructure. Si la communauté et les marchands se rebellent contre les modérateurs sur le prix, qui est-ce qui contrôle réellement l'économie de ce réseau finalement? Et bien c'est là que la technologie essaye de compenser le côté irrationnel des humains. Voici où ça devient vraiment intéressant. Parce que selon une de nos sources, le réseau utilise carrément une intelligence artificielle avancée pour agir comme le cerveau de toute cette économie. Ouais, une IA qui n'est pas juste là pour faire joli. Elle scrute toutes les transactions en temps réel. Elle analyse la vitesse des échanges, les comportements des utilisateurs, tout ça. Et son but théorique, c'est d'équilibrer l'offre et la demande pour éviter que le système ne parte en vrille, genre trop d'inflation ou de déflation. Exactement. C'est une sorte de gouverneur de banque centrale, mais algorithmique et automatisé. Elle peut moduler la difficulté de minage ou changer les récompenses pour stabiliser le réseau. Et ça explique en fait le silence stratégique de l'équipe fondatrice face à la guerre de la GCV. Tout à fait. L'équipe dirigeante contrôle la couche technique, l'infrastructure, mais la couche économique, elle, doit rester décentralisée. S'ils intervenaient pour imposer un prix, disons 1 $ ou 10 $, ça ne serait plus un projet décentralisé. Ça deviendrait juste une monnaie centralisée super vulnérable face aux régulateurs américains. Ouais. Voilà, en laissant la communauté se battre autour de la GCV, ils maintiennent l'engagement au maximum et ils laissent l'IA gérer les flux de fonds. C'est malin. Mais je suis désolé, je dois encore bloquer là-dessus. Une IA, c'est bien beau, mais est-ce que ça peut vraiment empêcher la panique humaine? Je veux dire, c'est comme avoir un banquier central invisible qui bosse 24 heures sur 24, mais si soudainement, pour une raison X ou Y, des millions d'utilisateurs décident de liquider tous leurs pis sur des plateformes d'échange externes, Le fameux bank run. ouais, la ruée vers les guichets, aucune IA ne pourra se retenir ce barrage. Elle ne peut pas imprimer des dollars pour racheter la monnaie en chute libre, tu vois. C'est la faille monumentale de tous ces systèmes fermés. L'IA peut optimiser l'économie à l'intérieur, mais elle est complètement aveugle et impuissante face au carnet d'ordre externe. Et c'est exactement pour ça que le projet ne peut plus rester dans sa petite bulle. Il doit affronter le monde réel, l'industrie mondiale de la cryptographie. Et nos sources nous donnent d'ailleurs un calendrier hyper précis pour cette confrontation. Le grand plongeon dans le grand bain. C'est ça. Le réseau Pi va être la tête d'affiche de l'événement Consensus 2026 à Miami. Plus précisément, c'est prévu pour le mercredi 6 mai à 11h15 heure de la côte est américaine. Et c'est le docteur Kokkelis lui-même qui va donner une conférence de 20 minutes. Et si l'on relie cela à la situation globale, les sujets annoncés pour cette conférence sont très parlants. On parle d'intelligence artificielle, de finances décentralisées, de DeFi et de stablecoins. Des vrais gros mots-clés institutionnels, quoi. Exactement. Ils essaient de rassurer le capital institutionnel américain. Ils s'éloignent de l'image du minage sur téléphone pour aller vers l'ingénierie financière lourde. Mais la réalité du marché, selon nos données, montre un contraste assez brutal. Ah oui, les chiffres font mal. D'un côté, on a OKX, qui gère 37% du volume d'échange, donc il y a de l'action, surtout sur le marché asiatique. Mais de l'autre côté, le jeton a été récemment listé sur Kraken. Kraken, c'est énorme pour les flux de capitaux nord-américains. Et pourtant, Et pourtant, dans les 24 heures suivant l'annonce, ça a généré un volume dérisoire de 150 000 $. 150 000 balles pour un réseau de dizaines de millions d'utilisateurs. c'est une divergence folle. Ça prouve que les traders institutionnels occidentaux et les fonds d'investissement restent complètement sur la touche. Ils observent ce truc non pas comme un vrai marché actif, mais comme une curiosité illiquide. Ça prouve surtout que Pi doit d'urgence démontrer sa vraie utilité aux investisseurs américains au-delà de sa propre communauté de fans. C'est vraiment le moment de vérité pour eux. Tout à fait. Ils doivent prouver que leur modèle, centré sur l'humain, n'est pas juste un bon slogan marketing, mais un modèle économique résilient capable d'absorber de gros flux de capitaux. Pour quiconque écoute et cherche à comprendre vers où se dirige l'avenir de l'argent, cette histoire est fascinante. Parce qu'elle montre bien que l'adoption de masse, ça nécessite de la simplicité, comme le fait d'appuyer sur un bouton sur son smartphone. Mais que créer une vraie économie derrière, c'est d'une complexité absolue. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? Tu sais, on a beaucoup parlé de la conversion du Pi en dollars sur les plateformes comme Kraken. Mais il y a une question bien plus philosophique à se poser pour conclure. Je t'écoute. Imaginons que demain, ce réseau de dizaines de millions de personnes vérifiées décide de fermer complètement la boucle. S'ils continuent d'acheter leur voiture avec Oncle Russo, de payer leurs services du quotidien et de vivre toute leur vie économique uniquement en Pi. Sans jamais repasser par la case monnaie classique, Exactement, sans jamais chercher à convertir en monnaie fiduciaire. Eh bien, dans ce scénario, est-ce que le prix d'un Pi par rapport au dollar a encore la moindre importance? waouh, c'est le découplage total.
ça remet complètement en question ce qui fait la légitimité d'une monnaie. C'est une excellente piste de réflexion pour terminer cette analyse. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur et à la prochaine pour un nouveau sujet.